15 pays de l'Amérique latine étaient gouvernés par des forces de gauche. 15. Il n'y a pas d'autre cas au niveau mondial. On parle beaucoup de la situation de l'Europe au début des années 90, mais c'est complètement différent. Car dans les 15 pays dans lesquels la gauche gouvernait en 2009, il y avait le Nicaragua, où il y a eu une révolution. Ce n'est pas le cas de l'Union européenne. Et bien évidemment, il y avait le cas du Cuba. Aujourd'hui, 10 ans après, on assiste à un tournant qualitatif. Il reste Cuba, il reste plus ou moins le cas de la Bolivie. Et dans le reste du pays, on assiste à une situation de décomposition sociale, de répression, voire de l'autoritarisme. Et la question qu'on va essayer d'aborder, c'est que s'est-il passé ces 10 dernières années? Quand ces gouvernements sont arrivés en 2009, je parle de Venezuela, je parle de l'Équateur, de la Bolivie, etc. Tous ces gouvernements-là, il y avait deux propositions. Je parle de gouvernements de gauche. Il s'agissait de faire des avancées sociaux, des acquis sociaux. Ils ont profité de l'augmentation des prix des matières premières au niveau mondial. Ils ont fait des subventions, ils ont fait des programmes sociaux, c'est vrai. Mais aucun gouvernement a mis en question deux aspects clés. L'insertion dans une économie de plus en plus libérale, dans le marché global. Et deuxièmement, ils n'ont pas touché un aspect clé aussi, c'est la question de la redistribution des impôts. Il faut savoir que l'Amérique latine, c'est le continent où il y a le plus d'inégalités au monde. Et ça, c'est très important. Et aucun de ces gouvernements-là a touché la question de la distribution fiscale. Il y a eu des subventions au moment où les prix des matières premières étaient. Une fois que la situation s'est tournée, et à partir de 2014, ces programmes d'aide sociaux ont commencé à chuter. Mais l'inégalité a se rattrapé très rapidement. Ça, c'est la première question. La deuxième question que c'est important de signaler, c'est la chose suivante. En même temps qu'il y avait cette partie de gauche, ces forces de gauche qui dominaient ou qui participaient dans le gouvernement de l'Amérique latine, il y avait un bloc à droite, si je puis dire. Ce bloc à droite était composé par la Colombie, le Mexique notamment, plus ou moins le Chili, bien évidemment. Et le problème, c'est que lorsqu'on fait les bilans de ces 10 dernières années en Amérique latine, que ce soit les projets dits de gauche progressistes, que ce soit les projets de droite, les deux ont échoué. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a échoué dans le sens où on assiste à nouveau à une crise en Amérique latine. De quel type? Une régression, un taux de croissance assez faible, et une montée de ce que sont les forces les plus régressives au niveau international. Ce n'est pas gratuit et c'est surprenant que vous l'avez vu. Après le gouvernement Lula au Brésil, après le gouvernement de Rousseff au Brésil, nous assistons la première fois à une élection de quelqu'un de la ultra-droite, Jair Bolsonaro. Okay? Ça, c'est un cas exceptionnel. Et il faut se poser la question pourquoi. Dans le cas de la Colombie, nous assistons à une situation où, après les 50 ans de guerre entre les FARC et le gouvernement de droite en Colombie, a été signé un accord de paix. Et malgré cela, ce qui a gagné les élections, les dernières élections, c'est Ivan Duque, ultra-droite. Donc, on est dans une situation assez complexe dans l'Amérique latine, et les raisons qui expliquent cette situation-là, les femmes le disent, il y a plusieurs. Et avec ça, la première présentation, je disais aucun de ces forces-là a mis en question vraiment l'insertion des économies de l'Amérique latine dans le marché mondial, première chose. Deuxièmement, tous les essais qui ont été faits au niveau d'intégration régionale, que ce soit avec Petrocaribe, que ce soit avec la CELAC, que ce soit des organisations plus ou moins de caractère régional, tout ça s'est écroulé récemment. Pire encore, lorsque le gouvernement d'Équateur est arrivé aux affaires avec Rafael Correa en 2006 et en Argentine avec Kirchner, le Fonds monétaire international est expulsé de l'Amérique latine parce qu'il était signalé comme un des responsables d'avoir provoqué la crise aggravée, la crise en Amérique latine. On assiste aujourd'hui au retournement où le Fonds monétaire international revient en Amérique latine avec des crédits à donner à l'Équateur, à l'Argentine. Et là, je pense que ça c'est important qu'on discutera sur ça. Et finalement, je vais finir avec une dernière question. Je l'ai mis sur la table parce que c'est très important, on n'a pas parlé ici, le rôle de l'Église. Mais de quelle Église parle-t-on? C'est de l'Église évangélique. Et ça c'est très important. Dans la situation aujourd'hui
aujourd'hui en Amérique latine. Et je pense que ce type de problème va se poser de plus en plus au niveau international. Les changements de rapport de force avec l'ultra-droite a en bonne partie comme soutien l'Église évangélique. Si vous regardez ce qui s'est passé au Brésil, si vous regardez ce qui s'est passé avec le référendum en Colombie sur la question de l'accord de paix, si vous regardez même la situation au Mexique, mon pays d'origine, dans lequel aujourd'hui on a un gouvernement de gauche avec Andrés Manuel López Obrador, mais dans lequel les évangéliques ont passé de 10 à 70 députés, vous verrez qu'il y a une énorme présence de l'Église évangélique, c'est-à-dire de la droite, aujourd'hui en Amérique latine, qui explique qu'on assiste à des moments de répression très importants. Lorsque les mouvements des femmes en Uruguay essayaient de faire passer la loi sur la question des droits à l'avortement, l'Église évangélique s'est mobilisée pour mettre les veto à ça. La même situation on a en Guatemala, la même situation on a en Nicaragua, et ça c'est la question. Et ok, et dernière question, et c'est fini, c'est on aura un problème sur lequel je reviendrai ensuite, que c'est la question de la migration, que c'est un phénomène nouveau en Amérique latine, mais que c'est l'échec du modèle économique qui amène aujourd'hui à des millions de personnes, à des dizaines de millions de personnes, essayer d'échapper vers les États-Unis avec des problèmes semblables à ce que vous êtes en train de vivre ici. Merci.